En 1878, au Canada, une jeune fille du nom d'Esther Cox est violemment attaquée à plusieurs reprises par un poltergeist. Un esprit frappeur qui s'en prend à ses victimes par tous les moyens possibles. Si en principe, il ne peut pas directement tuer la personne, il est en capacité de la torturer mentalement. Pendant plus de 2 ans, la jeune Canadienne ne connaîtra pas un moment de répit. Pourquoi elle et pas une autre? L'explication pourrait bien venir de son passé traumatique. Tout commence en septembre 1878. Esther Cox, 19 ans, vit avec sa sœur Olive, son beau-frère Daniel et leurs enfants à Amherst, une petite ville de la Nouvelle-Écosse. Ayant rencontré de nombreux problèmes personnels par le passé, la jeune femme tient à rester auprès de la seule famille qui lui reste. Daniel Tidd, en tant qu'ouvrier, gagne relativement bien sa vie. Olive se fait également un peu d'argent et garder sa sœur sous son toit ne lui pose aucun souci. Jusqu'à l'apparition des phénomènes inexpliqués. Plusieurs nuits d'affilée, les Tidd sont réveillés par des voix étranges qui semblent venir de l'extérieur. Olive et Daniel peuvent attester qu'à chaque fois, il n'y a personne autour de la maison. Le phénomène a tendance à se répéter régulièrement. Parfois, il est accompagné de quelques coups tapés dans les murs et aux fenêtres. Au fil du temps, les jeunes enfants du couple Tidd sont traumatisés. Mais la personne la plus touchée par les phénomènes, c'est Esther Cox. Elle dit sentir une présence à côté de son lit. Un soir, elle pousse un cri déchirant qui réveille toute la maison. Les membres de sa famille se précipitent à son chevet et constatent avec stupéfaction que sa peau est rouge et gonflée. De son corps émane une étrange chaleur. Le premier réflexe de Daniel Tidd est de contacter le médecin de famille, le docteur Carritt. Le lendemain, ce dernier ausculte Esther. Il est incapable de poser le moindre diagnostic. Tout comme il ne parvient pas à expliquer les étranges phénomènes qui sont en train de se produire autour d'Esther. Il entend distinctement des grattements provenant du sol ainsi que du mur en plâtre. Au début, ces bruits ne semblent avoir aucun sens en particulier, mais peu de temps après, le docteur Carritt se rend compte du caractère paranormal et de l'étrange mal dont souffre sa patiente. Des lettres viennent de se former sur le mur. C'est un message qui tient en quelques mots. « Esther Cox, vous êtes de mine à tuer. » La traduction française est imprécise, et le sens du message s'est perdu au fil du temps. En résulte tout de même cette manifestation inexplicable qui poussera le docteur Carritt à revenir le soir suivant. Nouveau soir et nouvelles expériences hors du commun. De nouveaux bruits se font entendre. La jeune femme est également très agitée. Elle se tord sur son lit. Ses mains arrachent les couvertures, ses yeux sont révulsés et d'étranges sons proviennent du fond de sa gorge. Le médecin conclut une sorte de transe. Il a apporté avec lui du bromure, un puissant sédatif qu'il compte administrer à sa patiente. Il émet l'hypothèse qu'avec ce traitement, le calme reviendra dans la maison. Médicalement parlant, le bromure est avant tout utilisé pour soigner les crises épileptiques. Mais pour Esther, les effets sont surprenants. Elle est beaucoup moins agitée, quand elle ne sombre pas instantanément dans un sommeil profond. En revanche, les bruits autour d'elle redoublent d'intensité. Le médecin semble avoir irrité la force invisible qui s'est emparée des lieux. Il prétend que les bruits sont si puissants qu'il peut encore les entendre une fois sorti de la maison. Le phénomène dure plusieurs semaines. Les Tidd pensent que le bromure est inefficace. Un soir, Esther retombe en transe. Durant sa crise, la jeune femme évoque un traumatisme qu'elle a refoulé pendant plusieurs années et qui pourrait être à l'origine de ces phénomènes. Le coupable dans cette affaire serait un certain Bob McNeil. Daniel Tidd et William Cox, le père d'Esther et Olive, le connaissent puisqu'il a autrefois travaillé avec eux à l'usine à chaussures de la ville. C'était un jeune garçon d'apparence honnête, tellement honnête que les Tidd avaient accepté que ce dernier vienne à la maison un soir. À l'époque, Esther habitait déjà chez sa sœur. Encore mineure, c'était une jeune fille timide et pas vraiment intéressée par les garçons de son âge. Comme le voulaient les traditions de l'époque, il était d'usage de fréquenter dans la perspective d'un mariage futur, ce que ne souhaitait manifestement pas Esther. Un soir, Bob se montre insistant et l'emmène faire une promenade en calèche, avec la promesse de la ramener à 10 heures du soir.
Alors que la calèche s'éloigne de la maison des Tidd, Bob McNeil tourmente la jeune fille. Il se moque de sa réticence à vouloir sortir avec des garçons. Arrivé à l'orée d'un bois, il lui fait des avances plus que suggestives. La jeune Esther se rebelle. Le jeune homme la fait descendre de force du véhicule et la menace de son pistolet. Il lui déclare que si elle accepte de coucher avec lui, tout se passera bien, mais qu'elle mourra si elle refuse. La jeune fille ne devra son salut qu'à un couple venant dans leur direction. Bob range son arme et ramène la jeune fille chez elle. Durant la soirée, il a beaucoup plu. Pour punir la jeune fille, son agresseur refuse de remonter le capot de la calèche. Esther Cox, trempée et terrorisée, regagne sa chambre honteuse. Elle garde cet épisode enfoui en elle. Par chance, elle ne reverra jamais Bob McNeil. Son beau-frère et son père non plus d'ailleurs, puisqu'il ne s'est plus jamais présenté au travail. Pour Olive, sa sœur, l'histoire est à peine croyable, et pourtant Esther en confirme la véracité en reprenant ses esprits. Les proches d'Esther pensent qu'un changement d'environnement lui ferait du bien. Cette maison, cette forêt, que l'on peut apercevoir depuis la fenêtre, ne font qu'entretenir son traumatisme. Son beau-frère connaît des personnes de l'usine qui accepteraient de l'héberger quelque temps, aussi longtemps qu'il sera nécessaire pour qu'elle guérisse de sa profonde blessure. Esther accepte, en sachant bien qu'un simple éloignement ne suffira pas. En effet, au courant du mois de janvier 1879, la famille qui l'a accueillie déclare qu'elle ne peut plus supporter Esther et son fantôme plus longtemps. Dès qu'elle s'est installée, les manifestations ont repris. Cette nouvelle maison hantée par un esprit frappeur attire de nombreux curieux dans la région. Certains essayent de communiquer avec l'esprit, en posant des questions et en interprétant les réponses frappées. Les propriétaires estiment qu'Esther est seule responsable de tout ce vacarme. La jeune fille dément les accusations, montrant à qui veut bien les voir les différentes marques laissées par le fantôme. Elle est régulièrement giflée, piquée et griffée. Ses bras, son dos, ses jambes témoignent de toutes ces attaques. Après avoir été mise à la porte de cette famille d'accueil, Esther est conduite à St. John, une institution qui mène des expériences sur des patients psychologiquement atteints. Les personnes qui la reçoivent identifient clairement la présence de plusieurs esprits. Ils parviennent même à donner des noms. Il y a un certain Bob Nickel, dont le nom ressemble étrangement à celui de son agresseur, Peter Cox, un membre éloigné de la famille d'Esther, et une certaine Maggie Fisher. On ne sait pas grand-chose de ces fantômes, hormis le métier de Bob Nickel. Lors d'une séance de spiritisme, il aurait dit être cordonnier. Un détail qui ne permet pas de résoudre ce cas de poltergeist complexe. La jeune fille est autorisée à se reposer dans une petite ferme paisible, non loin d'Amherst, tenue par les Van Hamburgs. Ces derniers diront n'avoir assisté à aucune manifestation paranormale. Esther Cox serait-elle définitivement guérie? Pas vraiment, si l'on en croit l'ultime témoignage d'un certain Walter Hubbell. Il s'agit d'un acteur de théâtre très célèbre dans la région. Il a entendu parler de ces phénomènes, et puisqu'il s'intéresse au paranormal, il décide de louer une chambre chez les Tidd durant l'été 1879. Tous les éléments cités précédemment sont en réalité tirés des propres confessions de Hubbell, ainsi que des témoignages qu'il a recueillis, puis compilés dans son journal personnel. L'homme a passé plusieurs semaines chez la famille d'Esther. Il dit avoir vu des couverts voler, des petits objets surgir de nulle part, et même des petits incendies se déclencher sans explication. Il écrira qu'un soir, la jeune Esther s'est fait violemment attaquer par l'esprit. Des épingles et des aiguilles sont apparues dans les airs avant d'être propulsées dans sa direction. Personne ne semble vouloir reconnaître Esther Cox comme une victime. Pire, elle est condamnée par la justice à 1 mois de prison ferme pour avoir volontairement déclenché un mystérieux incendie. Un jour, après avoir subi une violente attaque, elle s'était désespérément réfugiée dans l'église du village, puis dans une grange qui aurait soudainement pris feu. Une bonne partie de la population est persuadée qu'Esther est malade. D'autres défendent sa cause, mais faute de preuves, l'idée qu'un ou plusieurs poltergeists entraient la jeune fille est simplement rejetée. Fait étrange, les phénomènes semblent avoir diminué après son séjour en prison, pour disparaître complètement le jour de son mariage. Esther Cox a trouvé le bonheur dans les bras d'un honnête homme et peut définitivement tirer un trait sur son traumatisme. Il est important d'insister sur ce dernier point,
puisque, en principe, les affaires de poltergeist ont toujours impliqué des individus en détresse psychique. Les experts qui se sont penchés sur le cas du poltergeist d'Amherst attestent que le traumatisme aurait pu permettre à Esther de produire des effets semblables à celui d'un esprit frappeur. Toutefois, ils ne renient pas non plus l'idée que les personnes fragiles attirent plus facilement la venue d'un esprit. Rappelons que dans cette affaire, nous ne possédons qu'un seul témoignage direct, celui de Hubel. Les journaux de l'époque n'ont fait que reprendre les croyances et perceptions d'un événement déjà lointain. Hantise démoniaque dans la famille Dagg. L'affaire du démon de la famille Dagg est l'un des cas de possession les plus étranges qu'a vécu le Québec à la fin du XIXe siècle. Les faits qui se sont déroulés dans cette petite ferme familiale ne sont pas communs. Les attaques ressemblent bien plus à celles d'un voisin mal intentionné qu'à la production d'un esprit démoniaque. Pourtant, plusieurs faits demeurent troublants. Et comme souvent dans les cas de possession, ils gravitent autour d'une seule personne. Ici, c'est une petite fille de 11 ans, adoptée par le couple Dagg. Voici une bonne dizaine d'années que George Dagg, 35 ans, et sa femme Susanna sont installés dans le village de Clarendon, au Québec. George est fermier et les affaires sont assez florissantes. Sur le côté nord de la rivière des Wattway, il y a énormément de terrain et le temps est propice aux récoltes. Il y a tant de travail que le chef de famille doit se résoudre à embaucher. Son choix se porte sur un jeune garçon de ferme, Dean, un orphelin qu'il autorise à loger dans leur grenier. Avec le temps, le jeune couple décide d'agrandir la famille. Ils adoptent une petite fille d'origine écossaise, orpheline comme Dean. Elle s'appelle Dina. Deux autres enfants biologiques du couple rejoignent la famille, Marie-Suzanne et Johnny. Au moment des faits, tous deux sont âgés respectivement de 4 et 2 ans. Dina est un peu plus âgée, elle a 11 ans. Les premiers phénomènes étranges débutent subitement en septembre 1889. Au début, rien de bien effrayant. Toutefois, les choses vont rapidement se dégrader au fil du temps. Un matin, George Dagg, en faisant ses comptes, remarque que de l'argent a disparu de son bureau. Très à cheval sur le budget de la famille, il sait parfaitement tout ce qu'il a dépensé et le nombre exact de billets qu'il lui reste. Il en manque 2. George convoque immédiatement ses enfants dans la cuisine. Il sait qu'ils ont l'habitude de jouer parfois dans le bureau et promet de ne pas les punir si l'un d'entre eux se dénonce. Ils n'en auront pas besoin. Dean aperçoit le billet dissimulé sous la table. George Dagg remercie le garçon, mais un peu plus tard, dans la matinée, il est interpellé par sa femme. En faisant les lits, elle a retrouvé l'autre billet sous le matelas de Dean. George le fait venir dans son bureau après sa journée de travail. Il attend des explications. Ce dernier jure qu'il n'a rien fait. Au même moment, Suzanne fulmine. Elle déclare qu'il y a des excréments partout dans la cuisine. Il ne peut y avoir qu'un seul coupable. C'est le garçon de ferme, puisqu'il était chargé de nettoyer la porcherie ce jour-là. Dean continue de nier. Le père est furieux. Dès le lendemain, en guise de punition exemplaire et surtout pour lui faire peur, il emmène le garçon devant un magistrat pour qu'il réponde de ses actes. Une fois de plus, Dean n'avoue pas. Finalement, George décide de retirer sa plainte et met en garde l'adolescent sur son comportement. En rentrant, il retrouve à nouveau sa femme désemparée. Des excréments ont été retrouvés. Cette fois-ci, il macule le sol de toutes les pièces et même les lits des enfants. Dean est innocenté, mais alors, qui est le coupable ? Les jours passent et de nouveaux phénomènes laissent à penser que les Dagg sont harcelés par une personne extérieure à la ferme. Une nuit, la famille est réveillée par des bruits provenant des murs. Toute la maison tremble. George Dagg pense d'abord à une pluie de grêlons. C'est peu probable en cette saison et pourtant, de grosses masses semblent projetées en continu contre les parois. Lorsqu'il sort de la ferme, les bruits s'arrêtent. Mais il découvre des tas de pierres tout autour de la propriété. Et quand ce ne sont pas les jets de pierre, ce sont les objets qui changent d'endroit ou qui disparaissent. Certains, qui étaient dans la cuisine, sont découverts dans la grange.
Georges pense que quelqu'un cherche à leur faire peur. Peut-être un autre fermier qui cherche à les faire partir et récupérer le terrain. Désormais, les nuits sont longues pour le père, qui décide tout bonnement de camper devant la ferme, à la recherche du coupable. Mais pour sa femme Susanna, il ne peut s'agir d'un être humain. Elle est persuadée que la famille subit les attaques d'une force démoniaque. Georges est trop cartésien pour la croire, jusqu'à ce que sa femme et ses enfants soient personnellement visés par cette force invisible. La situation devient extrêmement préoccupante. L'esprit ne se contente plus de jeter des pierres et de répandre des excréments. Il lance maintenant des objets en direction des enfants, comme de la vaisselle ou ce bidon de lait qui se renverse subitement sur la petite Marie-Suzanne. Pire, des feux se déclarent subitement dans certaines pièces de la maison. Par chance, il y a toujours quelqu'un pour les éteindre. Un jour, en plein après-midi, la jeune Dina hurle depuis sa chambre. Quelqu'un vient de tirer sur sa longue tresse. Lorsque Susanna, sa mère adoptive, regarde de plus près, elle constate avec horreur que plusieurs cheveux ont été arrachés. Dina ne sera pas la seule à subir ce type d'agression. Marie et John, le petit garçon de 2 ans, auront droit au même traitement. Bientôt, les enfants n'auront plus aucun répit. Plus les nuits passent, plus leur traumatisme est grandissant. Georges Dag écoute, impuissant, ses enfants se plaindre d'une ombre qui leur rendrait visite dans leur lit et leur arracherait les draps. Bientôt, une voix commence à se faire entendre à n'importe quel moment de la journée. Elle est indescriptible, tant elle s'amuse à changer plusieurs fois de tonalité. Cette chose prend du plaisir à terrifier les occupants de la maison, voire à les mener sur de fausses pistes. Lorsque Georges s'adresse à elle et lui demande de dévoiler son identité, elle dit être l'esprit d'un homme mort dans la maison, avant d'avouer être le diable, puis un ange, puis un démon. Pour le fermier, c'en est trop. Il demande l'aide d'un médium. Dans un petit village proche de Clarendon, une femme du nom de Elizabeth Barnes a bonne réputation. On dit qu'elle est capable de communiquer avec les esprits et de transmettre des messages de l'au-delà. Georges place en elle toute sa confiance et la conduit jusqu'à sa ferme. Selon l'experte, les Dag subiraient la malédiction d'une femme et de ses enfants spécialistes en magie noire. Évidemment, Elizabeth Barnes n'est pas en mesure de révéler son identité. Monsieur Dag pense qu'il s'agit de Madame Wallace, une veuve, mère de famille, avec qui il ne s'est jamais entendu. Mais tout de même, de là à lui réserver un tel sort. Madame Wallace le jure, elle n'est pas rancunière à ce point, et puis elle ne connaît rien à la magie, elle ne croit même pas aux esprits. Sans aucune nouvelle intervention, le démon de la famille Dag peut tranquillement poursuivre son œuvre. Il a trouvé un excellent cobaye en la personne de Dina. À présent, les attaques sont concentrées sur sa personne. Un soir, l'ombre familière s'amuse à lui tirer les draps du lit. Ses parents adoptifs sont témoins de la scène. Ils voient clairement le linge léviter avant de retomber sur la fillette. Dina affirme même pouvoir distinguer l'ombre, contrairement à ses parents. Georges lui demande de frapper dans sa direction afin de dévoiler sa position. Lorsque la fille lui assène un coup de poing, tout le monde dans la pièce entend un cri similaire à celui d'un cochon. Quelques jours plus tard, la présence commence à se montrer un peu plus distinctement. Mais encore une fois, seuls les enfants sont autorisés à la voir. Ces derniers, tandis qu'ils jouent dans la cour, aperçoivent un grand homme avec une tête de vache et des pieds cloutés. À ses côtés se tient un grand chien noir avec des yeux rouges. Une description fantasmagorique, mais Georges Dag a vu trop de choses étranges ces derniers temps. Le père de famille finit par se tourner vers l'église. D'autant plus que la veille encore, sa première fille lui rapporte que l'homme à la tête de vache est revenu pour lui annoncer qu'il l'emmènerait en enfer. Georges a la confirmation qu'il s'agit bien d'un démon et demande au révérend Horner de le en débarrasser. Ce dernier leur envoie son frère, tout aussi compétent que lui. Le frère du révérend Horner bénit la maison, puis se rend compte que sa Bible vient de disparaître. Il l'avait pourtant posée à un endroit précis. Cette dernière a visiblement atterri dans le four des Dag, qui heureusement était éteint à ce moment-là. Une blague du démon, certainement. L'homme d'église se sent impuissant et préfère envoyer un confrère qu'il dit spécialisé sur la question. Ainsi, le révérend Bell entre à son tour dans la maison, avant d'en ressortir encore plus vite que son prédécesseur. Pour les Dag, il n'y a plus aucun espoir. L'histoire de leur hantise fait le tour de la région,
et la presse locale décide de s'en mêler. Elle publie un article avec pour titre « Le démon des dagues ». Un article à sensation qui attire de nombreux curieux. Parmi eux, il y a un artiste local, également journaliste, Percy Woodcock, bien renseigné sur la parapsychologie. Il s'invite chez les dagues qui, poliment, lui offrent le couvert. En passant du temps auprès d'eux, il ressent quelque chose d'étrange émané de la fille adoptive. Il réalise que la majorité des manifestations se déclenchent en sa présence, ainsi que dans un lieu bien particulier, le vieux hangar délabré situé juste à côté de la maison. Percy Woodcock demande à Dinah de l'accompagner jusqu'au hangar. Une fois sur place, il demande à l'entité de révéler qui elle est. Une voix forte se fait entendre, qui prétend être le diable. Elle le menace de le tuer s'il ne quitte pas immédiatement les lieux. Comédien de formation, Percy a l'habitude de gérer son stress. Il ne se laisse pas impressionner. Il demande à la petite fille d'aller chercher son père pour qu'il soit témoin du phénomène. Quelques instants plus tard, George Dack constate que l'entité est capable de tenir une conversation normale. La situation prend une allure rocambolesque. Selon Woodcock, la chose aurait accepté de se déplacer dans la maison afin que tout le monde puisse l'entendre et lui poser des questions. Le rendez-vous est pris. Des proches, des voisins débarquent à la ferme avec l'intention de discuter avec la créature. Le comédien échange sur différents sujets, demandant par exemple pourquoi cette dernière s'amuse à nuire à la famille. Elle dit qu'elle veut simplement s'amuser. Percy lui demande alors de bien vouloir arrêter. Percy Woodcock a pris le soin de faire signer aux 17 témoins présents durant les manifestations un document attestant de l'authenticité des phénomènes. Il est question de meubles qui se déplacent, de coups frappés dans les murs, de claquements de volets. À cela s'ajoutent les différents témoignages des membres de la famille, tels que les départs de feu. Des phénomènes auxquels le comédien n'a pas assisté, mais qui donnent un peu plus de poids à son propre témoignage. L'article de Percy Woodcock fera sensation, et d'autres curieux en quête de surnaturel se rendront à la ferme. Naturellement, plus rien d'étrange ne s'y produira. Parmi eux, il y aura un enquêteur du nom d'Andrew Watson, bien décidé à prouver que tout ceci n'était qu'un canular. Mais en écoutant le récit de Susanna Dagg, il aura du mal à remettre sa sincérité en question. Finalement, on ne sait toujours pas ce qu'il s'est réellement passé autour de cette famille, ni pourquoi Dinah semblait particulièrement visée. On peut évidemment penser à une vaste supercherie, d'autant qu'on apprendra plus tard que le document d'authenticité des phénomènes a été exclusivement rédigé par Woodcock et que ce dernier a forcé la main aux témoins pour obtenir leur signature. Pourtant, il y avait parmi eux des policiers, des politiciens, des hommes d'église, autant de personnes dont la parole est difficile à remettre en question. Alors, il n'est pas aisé d'affirmer qu'il ne s'est rien passé d'étrange dans cette ferme. Aujourd'hui encore, l'histoire du démon de la famille Dagg reste gravée dans la mémoire collective de cette petite région du Québec.